bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Vidéo vraiment spéciale puisque je ne vais pas être tout seul dans cette vidéo. Et oui, je vais être accompagné. Il arrive tout de suite. Il est là. Et oui, vous le reconnaissez certainement, c'est Emmanuel de Devenir Carreleur. Nous partageons tous les deux la même passion du carrelage et on essaye de répondre à vos attentes. Et c'est vrai que nous nous sommes rencontrés par la force des choses et on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors nous nous sommes concertés pour vous donner une analyse de tout ça. Je vous propose 2 vidéos sur les 10 erreurs de débutants à ne pas faire. C'est parti. On va parler de grand format et l'utilisation de croisillons autonivelants. Alors là, on est sur un système de croisillon avec une cale. Il en existe aussi à visser. Peu importe le système que vous utilisez. Moi, je pense aujourd'hui que poser du grand format, c'est intéressant de les faire avec ces croisillons. Premièrement, c'est un gain de temps et deuxièmement, vous aurez un meilleur rendu. Et on va voir tout simplement la différence lorsqu'on pose sans croisillon autonivelant. On va voir en détail ce que ça donne. Maintenant, on va poser le deuxième carreau. Donc là, pour l'exemple, on n'a pas fait double encollage. C'est vraiment pour vous montrer la différence de la pose avec cale et de la pose sans cale. Après, bien évidemment, vu le format et vu la surface, il faudra faire un double encollage si vous le faites chez vous. Nous, là, on vous fait juste une démo. Du coup, avec Gilles, on a fait exprès de faire un crochet. Il est juste ici. Je vais vous le montrer avec la cale. Regardez. Regardez, hop. Ça tape. Donc on a un crochet. Là, on a posé sans cale autonivelante, sans croisillon autonivelant. Donc bien évidemment, il va falloir prendre la truelle pour relever le carreau intégralement, recharger la partie qui manque et après le reposer. On ne lève jamais un carreau pour le faire remonter et on se dit c'est bon, il faut recharger en dessous. Donc ça inclut de le lever entièrement. Donc le but quand on fait cette opération, c'est de le lever en entier. Des fois, il faut prendre à 2-3 endroits pour le relever. Hop là. Et là, on peut le relever, d'accord? Et on va devoir le recharger ici. Là, c'est l'opération manuelle. On peut regarder le transfert en même temps. Donc là, on sait qu'il faut en remettre parce qu'il y avait un petit crochet, d'accord? Ici, vous voyez, ça manque énormément de transfert. Ça arrive, ça c'est le sol. Et c'est surtout parce qu'on n'a pas fait le double encollage. Bon, vous avez vu l'opération. En fait, ça nécessite donc déjà de soulever le carreau, ce qui est déjà un petit peu compliqué, de maintenir le carreau aussi, puisque après le carreau, ça colle dessous, donc c'est toujours compliqué, il faut le maintenir, et aller rechercher la colle, remettre la colle, et devoir essayer de régler le carreau, retrouver le bon dosage de colle pour récupérer la différence entre les deux carreaux. Donc vous avez vu, en manutention, ça commence à faire quand même pas mal. Si vous avez beaucoup de mètres carrés à faire, dites-vous que si vous n'avez pas de croisillon autonivelant, ça va commencer à faire pas mal de manutention quand même. Cette fois-ci, on a pris le même exemple. On a fait volontairement un crochet, mais on a mis nos cales autonivelantes. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a un crochet ici. Et Gilles, il a un crochet là-bas. Cette fois-ci, bien évidemment, on n'a pas besoin de truelle. Gilles va nous montrer comment faire. Une petite pince ici, qui est réglable. Et on va pouvoir mettre notre cale sur la base. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer. Là, il est réglé. Et ici, il est réglé. On va passer le doigt, on sent déjà s'il y a des défauts. Là, ici, on est bon. Et ici, on est bon. Donc quand on pense qu'on perd du temps en posant à la cale, c'est une fausse idée. Parce qu'en fait, on va en gagner beaucoup et on va surtout gagner en qualité de travail. Parce qu'on va pas avoir besoin de relever, de remettre de la colle, d'être obligé de tricher. C'est vraiment pour moi un grand gain de temps et je pense que toi pour toi, Gilles, c'est la même chose. Moi complètement, que ce soit pour le sol ou pour les faïences. Moi dès que j'ai du grand format et du rectifié, croisillon autonivelant, un gain de temps énorme et en fatigue aussi, c'est énorme. On va faire une expérience avec Gilles pour répondre à une question qui revient souvent et une affirmation même en disant que poser du grand format c'est bien plus rapide que poser du petit ou du moyen. Ce qui est complètement faux.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démo. Gilles, il a 2,45 par 90 à présenter bien propre avec ses croisillons. Et moi, j'ai 4,45 par 45 à étaler. En mètres carrés, ça représente exactement la même surface. Et vous allez voir que c'est pas si rapide que ça que d'étaler du grand format. Comme vous pouvez voir, Gilles, il n'a pas été plus rapide que moi pour étaler ces deux carreaux, alors que moi j'en avais 4. Voilà l'idée reçue, grand format plus rapide, vous le voyez par vous-même, c'est complètement faux. J'ai pas mis moins de temps qu'Emmanuel, j'ai mis je pense un tout petit peu plus de temps même, c'est beaucoup plus compliqué à manipuler. L'autre chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment prendre les bonnes habitudes, puisque manipuler des grands formats, vous avez vu, c'est assez contraignant pour le corps tout simplement, et au fil de la journée, travailler avec des grands formats, je peux vous le dire, ça fatigue. Et lorsqu'on veut commencer à pouvoir régler pour faire suivre des lignes de joint, là c'est beaucoup plus complexe. Emmanuel aura beaucoup plus de facilité. Donc le grand format, idée reçue, plus rapide, c'est faux. Bon, il dépasse pas, ça devrait le faire. Bah ouais, je suis en train de jointer. Ouais, par contre, mon copain, t'as laissé les croisillons dedans là. Attends, ils sont à l'intérieur, ça craint rien si je jointe par-dessus. Ouais, et ça craint rien, et puis il y aura plus de travail quoi, du coup. Les carreaux vont pas pouvoir travailler, du coup. Bon, c'est bon, de toute façon, le joint il est brassé comme il faut, donc il y aura de la dilatation. J'ai l'air sceptique. Bon, alors, comme vous le voyez, j'ai laissé mes croisillons. Il y en a beaucoup qui font comme ça. C'est vrai qu'il y a un gain de temps, puisqu'on s'embête pas à enlever les croisillons. Mais je pense que c'est pas du tout la bonne méthode. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous enlevez pas vos croisillons, que ce soit au mur ou au sol, votre support ne va pas pouvoir travailler. Depuis très longtemps, on ne pose plus bord à bord nos carreaux. D'ailleurs, on va y voir tout à l'heure Gilles. On fait des joints pour permettre au carrelage de travailler. Si vous laissez vos croisillons à l'intérieur, votre carrelage ne pourra pas travailler. Donc vous allez avoir un décollement, c'est évident que ça soit au sol ou au mur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent pour gagner du temps, comme disait tout à l'heure Gilles, mais surtout pour poser et jointer dans la même journée. Un des gros problèmes en plus lorsqu'on va poser et jointer dans la même journée, c'est qu'on va avoir une différence de teinte puisque la colle ne va pas avoir les bons temps de séchage. Le problème, c'est qu'il va y avoir ce phénomène de capillarité, l'eau va remonter et ça va tout simplement teindre votre joint. Alors pour rebondir sur la dilatation et les joints, puisque tout à l'heure on vous parlait de la dilatation des joints, vous m'avez vu jointer en laissant les croisillons à l'intérieur, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là maintenant on va poser des carreaux bord à bord et on va vous montrer pourquoi il ne faut pas faire ça. C'est parti. Bon, ça y est, les deux carreaux sont posés bord à bord, on va rentrer en détail, on va vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Alors la première chose, ça va être la question de la dilatation, puisque les carreaux ne vont pas pouvoir travailler. En plus, on est sur du grand format, il va y avoir beaucoup moins de joints. Le problème, c'est que les carreaux ne sont pas toujours calibrés de la même manière. On insiste beaucoup pour mélanger les différentes boîtes, puisque les carreaux entre eux n'ont pas forcément les mêmes piges, les mêmes tailles. Et lorsque vous allez poser des carreaux bord à bord, le problème, c'est que vous allez forcément avoir des décalages. Un dernier point qu'on peut rajouter, ça va être la résistance de vos joints. Sur un bord à bord, vous avez même pas l'équivalent d'un demi-mille et le produit à joint que vous allez mettre à l'intérieur, il va avoir beaucoup de mal à résister dans le temps. Vous voulez essayer de poser ce carreau avec, tu vois, 5 pelotelles. D'accord. Tu penses que dans le temps, ça va être nickel? Moi, je pense que ça peut le faire. Je mets bien sur la règle. D'accord. Bon, ça déborde un petit peu, mais bon, c'est normal. Ouais. Donc déjà, tu appuies bien sur ta règle en faisant comme ça. Voilà. Après, tu nettoies, puis c'est bon. On regarde le transfert quand même? Je pense qu'il est bon. Alors, écoute, maintenant, pour avoir vu ce que ça donnait, je suis un peu sceptique sur la technique. Comme vous venez de le voir, la pose au plotet, c'est loin d'être la meilleure des méthodes pour poser du carrelage. Vous avez vu,
le transfert de colle se fait exclusivement que sur les zones où vous allez avoir les plottets. Si vous êtes sur des grands formats, il y a plein de zones, vous voyez, où la colle n'est pas du tout écrasée. Alors c'est une méthode qui est employée par certains et vous voyez le rendu final, ça ne tiendra jamais dans le temps. Vous allez avoir un carreau qui n'a aucun transfert entre son support et le carreau. Comme Gilles vous l'a dit, c'est pas la meilleure méthode. Le secret pour faire la meilleure des poses, c'est de faire la plus belle des préparations. La seule et unique méthode pour poser du carrelage, ça va être avec un peigne. Alors vous allez adapter votre peigne en fonction du format que vous allez poser, mais le peigne, c'est ce qui favorise le mieux le transfert entre le carreau et le support. Et puis surtout, c'est l'unique et seule manière pour poser du carrelage en pose collée. Bon, on va pouvoir attaquer. T'as vérifié le sens de pose? Je sais pas, la cliente, elle t'a dit quoi? La cliente, elle m'a dit qu'il fallait qu'on respecte le sens de pose. D'accord, j'ai pas du tout fait gaffe. T'as vu s'il y avait des flèches, toi? Chose qu'il ne faut surtout pas omettre, c'est-à-dire que les carreaux peuvent avoir un sens de pose. Alors, c'est pas tous les carreaux qui ont des flèches. Pas tous. Voilà, mais par contre, vous allez avoir bon nombre de séries de carreaux où ils vont vous préconiser des sens de pose. Ça peut être dû à deux choses. Ça peut être dû à la piche du carrelage qui va être plus ou moins carré. Puis ça peut être dû surtout au veinage du carrelage qui est vraiment un effet, un rendu vraiment optimal. Avant de poser, la première chose à faire, c'est de contrôler l'arrière de vos carreaux. Regardez s'il y a la présence d'une flèche qui va indiquer le sens de pose. Là, je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, sur ce carreau, on a une flèche. Donc là, sur le deuxième, avec Gilles, on les a marqués. Je les ai, en fait, on les a repassés au stylo pour bien que vous voyez. On a une flèche. Donc, techniquement, quand on va poser, on va tout poser dans le même sens. Si on pose le carreau avec la flèche dans ce sens, tous les autres carreaux devront suivre. Donc là, ma flèche, elle est en haut. Et c'est pareil. La flèche, elle va être ici et je le poserai dans ce sens. Et pas dans l'autre sens. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une différence de nuance. Là, le veinage, il est dans ce sens-là. Et sur l'autre carreau, le veinage, il est dans ce sens. Si on pose en aléatoire, chose à bien faire attention. Mélangez les boîtes. Mélangez les boîtes. Tu fais les joints? Écoute, je suis en train de les faire, mais je suis un petit peu inquiet parce que ça... Ouais, t'as laissé tirer combien de temps? Au moins 3 quarts. D'accord, ok. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est la grande question, le temps de séchage du joint. Vous êtes très nombreux à poser votre carrelage. Vous pouvez faire une très belle pose, mais le joint, ça reste la finition. Et là, il faut avoir vraiment la bonne méthode. Si vous laissez sécher trop longtemps, il va se passer ça va faire des joints très irréguliers. Donc, comme on a vu avec Gilles, si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait de joint, moi, je peux vous conseiller de faire petite surface par petite surface. C'est-à-dire, vous avez fait une salle de bain de 10 mètres carrés, jointez 3 mètres carrés, laissez prendre un quart d'heure et tout de suite, rincez derrière. Donc, on frottasse avec l'éponge et après, on vient rincer. Quand on utilise un pad pour émulsionner, pour frotter, on va dire, le joint, tout de suite, on va l'endommager et on va réduire sa qualité. Le secret du joint, c'est simple, c'est de faire des petites quantités et de nettoyer aussi vite. T'es en train de brasser la colle avec une truelle? Ouais. Je te présente l'outil magique. Bon, alors comme vous le voyez, le malaxeur, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais déjà c'est un gain de temps, vous allez gagner en fatigue tout simplement, mais le plus important, c'est que vous allez vraiment mélanger votre eau et vos sacs de colle d'une manière efficace et surtout homogène. Ça, c'est vraiment important, vous allez éviter les grumeaux. Je suis d'accord avec toi, Gilles, et je rajouterais même de favoriser un brassage le moins rapide possible. Parce que quand on brasse trop vite avec un malaxeur, on a tendance à chauffer le produit. Donc quand vous brassez des produits rapides, vous n'avez pas fini de brasser le seau, que le seau sera déjà sec. Mais pour les autres produits, c'est aussi important de ne pas trop le chauffer. Essayez d'utiliser votre malaxeur, mais jamais à pleine puissance. Alors pourquoi Emmanuel aussi vous dit d'y aller d'une manière assez douce avec le malaxeur? C'est tout simplement, suivant où vous vous trouvez, ça peut gicler de partout. Donc si vous y allez d'un coup en mettant la pleine puissance, ça va gicler de partout, que ce soit pour les colles et que ce soit aussi pour les raynages.
Bon, l'autre chose très importante lorsque vous allez vouloir poser des extérieurs, eh ben, ça va être de faire le bon choix. On vous met en garde là-dessus puisque certaines personnes vont vouloir poser du carrelage intérieur en extérieur et il y a plusieurs points très importants à connaître. Et on va rentrer dans les points importants maintenant tout de suite. La première chose qu'il faut se dire déjà, c'est que un carrelage en extérieur, il doit être ingélif, c'est la première chose, et assez structuré pour qu'il soit antidérapant. Là, comme vous pouvez voir, c'est un carreau pleine masse que j'ai, d'accord? On le voit très bien sur la tranche. On est sur un pleine masse et on est sur un carreau très structuré. A contrario, Gilles, dans sa main, il va vous présenter le carreau qu'il a. Là, on est sur un carrelage qui est fait pour les intérieurs et déjà on le sent, c'est très peu structuré, qui va être très glissant et assez fin. Deuxième problème, c'est qu'il n'est pas traité contre le gel. Il n'est pas un gélif. Il ne va pas supporter les températures négatives et il va forcément se fissurer. On n'est pas sur un plein masse, on est sur un carreau. En fait, c'est un biscuit où il y a une fine couche d'émail par-dessus. Donc, c'est un carreau qui est déjà beaucoup plus fragile. Carrelage intérieur, il faut ne surtout pas le poser en extérieur. Vous l'avez vu, j'ai disposé du mortier dans un contenant pour vous montrer un petit peu la manière dont ça sèche, puisque c'est très important, respecter les temps de séchage pour les chapes. Ne surtout pas poser votre carrelage le lendemain après une chape qui vient d'être faite, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc tu nous as fait un petit mortier. Donc j'ai fait un petit mortier dans le contenant. Tu l'as fait il y a combien de temps? Je l'ai fait il y a 2 jours. 2 jours? Ouais. Ok. Et tu nous l'as filmé? Et je l'ai filmé. Super. Et là, comme tu le vois, c'est tout humide. Fais voir. Ouais, carrément. Je vous montre, j'ai la main qui est trempée. Voilà, tout simplement parce que la chape n'a pas respiré. Regardez, c'est tout trempé. Ah ouais, carrément, ça se voit. Hein. Ça se voit, hein. Ouais, c'est une folie. Et voilà. Et l'eau n'est pas remontée, elle a été bloquée, ça n'a pas respiré. Si vous posez votre carrelage directement sur cette chape-là, vous allez être sûr que ça ne tiendra jamais. Comme Gilles vous l'a dit, si vous ne respectez pas les temps de séchage, en général pour une chape, c'est 4 semaines de délai avant de poser. Quand vous allez poser votre carrelage par-dessus, vous allez emprisonner votre support. Donc si votre chape n'est pas sèche, elle séchera jamais. Vous allez emprisonner le support avec les carreaux et les joints que vous allez faire, et le support ne pourra jamais sécher. Et je pense qu'on rencontrera même des sinistres. La première chose, c'est que votre carreau ne va pas coller. La colle ne va pas avoir ses propriétés. L'autre chose aussi, si vous êtes sur des petites surfaces, vous allez peut-être vous dire, oui c'est bon, c'est posé, ça ne bouge pas. Le problème, ça va se ressortir dans le joint en fait. Ça va tout transpirer dans le joint et c'est votre joint qui va fissurer. Je dirais même qu'à court terme, il va y avoir un décollement de votre carreau, à coup sûr, surtout si vous avez un plancher chauffant. Très important. Il y a la deuxième partie de cette vidéo sur la chaîne d'Emmanuel, devenir carreleur, et vous allez retrouver 10 erreurs supplémentaires à ne surtout pas reproduire sur la vidéo d'Emmanuel. Je vous mets le lien de sa vidéo juste ici. N'hésitez pas à partager un maximum et à mettre le pouce bleu. Et si vous avez des questions encore avec Emmanuel, on est prêt encore à se concerter et à vous donner des astuces, des conseils, à s'inspirer un petit peu des choses dont vous avez besoin pour répondre à vos problèmes. Écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous. Alors Emmanuel, mais attends, qu'est-ce que tu fais ?